Alors, j'ai fait effectivement un diplôme qui s'appelle la maîtrise de sciences politiques, qui s'appelle maintenant, je crois, Master 1 sciences politiques, il me semble, hein, maintenant, qui existe toujours. Et je l'ai fait après avoir obtenu un diplôme d'études politiques à Lyon. Et je garde un souvenir très particulier parce que je souhaitais faire cette maîtrise et poursuivre d'ailleurs après. Après Lyon, où de toute façon il n'y avait pas de master qui correspondait aux sciences politiques à Lyon après. Mais je trouvais qu'il fallait que je finance mes études et financer son insertion à Paris, c'était compliqué. Et donc j'ai travaillé à temps plein. Donc j'ai fait mon insertion professionnelle en même temps que je rentrais dans cette maîtrise de sciences politiques. Et donc c'est vrai que j'ai vécu une année quand même très, comment dire, chargée, voilà, avec un emploi du temps très lourd. Puisque j'avais des journées qui commençaient à 8 h et qui terminaient à 22 h. Voilà, comme on dit, j'ai pas touché terre pendant un an. Voilà, donc je garde un très bon souvenir, mais un souvenir aussi de moments très durs de double travail. Notamment de l'enseignement, de la vie associative. Je ne sais pas si vous étiez engagé à cette époque, à l'Université Paris 1, Alors, sur l'engagement, moi, j'ai été très engagé, comment dire, dans la vie associative, syndicale et autres. Une bonne part de l'engagement, de l'exercice théorique, notamment toutes les dissertations qui m'étaient demandées, j'ai pu obtenir d'excellents résultats parce que la réflexion théorique était complètement liée à ma pratique professionnelle et j'ai pu vraiment lier les deux en permanence. Alors je crois que vraiment la question de l'insertion des jeunes diplômés, elle est, hélas, c'est comme ça que je l'ai vécu, elle était très corrélée à la situation économique. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, donc j'ai commencé à travailler vraiment à temps plein en 1990, en septembre 1990, et le constat que je fais, c'est que beaucoup de mes collègues qui étaient sortis de l'IEP, donc avec un diplôme Bac+3, à l'époque, parce que c'était Bac+3, maintenant c'est Bac+5, mais le diplôme d'IEP de l'époque était un Bac+3, la plupart de mes collègues qui ont fait le choix de rentrer sur le marché du travail en 90, on était encore en phase on sortait des 3-4 années, de belles années de croissance, comme on dit, et il y avait un marché de l'emploi quand même très ouvert, en particulier pour les jeunes diplômés, et beaucoup de mes collègues ont trouvé du boulot sans difficulté. Et pour moi, le diplôme reste, et vraiment en France, il reste pas un rempart, c'est beaucoup dire, mais enfin, il reste quand même un bagage pour l'emploi sans commune mesure. Quand on parle toujours du chômage des jeunes de façon très globale, la situation du chômage des jeunes est totalement contrastée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 25% de jeunes au chômage, ça reste quand même plus de 50% pour ceux qui sont en échec scolaire et qui sont sortis sans aucun diplôme, et c'est beaucoup plus bas pour ceux qui sortent de diplôme. Il y a clairement pour moi un effet embouteillage et une situation très compliquée pour les diplômés 2008-2009. Pour moi, c'est absolument pas, c'est vraiment très conjoncturel. C'est évident que les profils, entre guillemets, ce qu'on appelle LL, SHS, donc tout ce qui est littéraire et sciences humaines, ont plus de difficultés effectivement que les filières scientifiques. Mais même quand on regarde les filières scientifiques, en cas de biologie, il y a beaucoup plus de difficultés que maths, par exemple. Donc voilà, c'est difficile d'avoir des visions globales. Maintenant, là encore, j'ai envie de dire qu'un étudiant de sciences humaines a un rapport, un taux de chance de rentrer sur le marché du travail dans de bonnes situations, beaucoup plus proche des grandes écoles que du jeune sans diplôme. Voilà. C'est pour ça que je veux toujours qu'on distingue bien les choses. Et effectivement, ça sera plus long. Et en particulier, la grande différence, elle va être sur la qualité de l'insertion. C'est-à-dire que beaucoup de ces étudiants-là vont être obligés de passer par la case, ce que j'appelle moi la spécificité française de la super période d'essai, c'est-à-dire le CDD. Mais là aussi, quand on regarde après sur le plus long terme, on se rend compte que effectivement, beaucoup d'étudiants vont commencer par la précarité et le CDD. Mais cette période, finalement, après, sur le plus long terme, va assez vite passer. C'est-à-dire que cette période des CDD, elle va durer 1 an ou 2. Et après, ces mêmes salariés vont quand même, la plupart du temps, obtenir un CDI. À 30 ans, ils ont quasiment 99% un CDI. Donc, cette précarité qui existe, là aussi, il faut la relativiser sur un train plus long.
les diplômés ne sont pas enfermés dans la précarité. Ils n'ont pas exactement la même chance, mais vont mettre plus longtemps à rentrer sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui sort de grande école, il va être entre guillemets pris à la sortie de l'école. Quelqu'un qui sort de l'université va mettre 8, 9, 10 mois pour avoir son premier contact. Il y a clairement cette période de latence qui est beaucoup plus longue, mais sur le plus long terme, en réalité, selon l'habitude de faire des masters, de l'insertion des masters, en réalité, sur le plus long terme, l'insertion va se faire. Bon. Et je pense qu'une des raisons, au-delà des clichés effectivement sur les sciences humaines et sociales qui existent, hélas plus en France qu'ailleurs. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans la réflexion qu'on a pu mener, c'est que qu'est-ce qui fait qu'entre les grandes écoles et l'université, il y a une telle différence? C'est aussi la culture de l'université elle-même qui doit bouger. C'est-à-dire qu'on a bien pu voir que dans les grandes écoles, c'est pas seulement parce que les grandes écoles ou les écoles privées, c'est pas seulement parce qu'elles sont sélectives ou qu'elles coûtent plus cher, qu'à la sortie, il y a plus de facilité à trouver du boulot. C'est aussi parce que dans ces écoles, il y a un suivi plus personnalisé, il y a des contacts avec le monde de l'université, de l'entreprise, et voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les grandes écoles, mais je crois qu'il y a beaucoup de réflexes ou de réflexions qui ont été menées par les grandes écoles qui peuvent parfaitement s'adapter aux universités. Et on se rendra compte que une bonne part des recettes qui marchent sont parfaitement adaptées aux jeunes diplômés. Et je rappelle un petit détail, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est difficilement assumé par personne politiquement. L'université est démocratique en France, c'est-à-dire que tout le monde peut y rentrer avec le bac. En réalité, elle est très sélective. Tout à fait. C'est-à-dire que à la sortie, c'est les plus méritants voilà. qui on a quand même, et c'est une vraie difficulté, mais avec le niveau d'échec, en particulier en première année de licence, qui doit être d'ailleurs combattu, mais c'est ce qui fait qu'en réalité, la valeur du diplôme reste forte, contrairement à tout ce qu'on peut raconter sur, là encore, ce que je disais tout à l'heure, la massification, la démocratisation. En réalité, on a une université qui est sélective, sauf qu'elle n'est pas à l'entrée, elle l'est à la sortie. C'est évident que chez beaucoup de diplômés de SHS ou d'histoire par exemple, on a des qualités intrinsèques. Je pense à la question de l'autonomie, je pense à la question tout ce qui est ressources humaines par exemple, des profils de ressources humaines. On a vraiment quelque chose qui peut parfaitement correspondre. Et en réalité, là aussi, on se rend compte aussi que beaucoup d'entreprises finalement commencent à trouver leur compte par rapport à ces profils-là. Et ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les universités, beaucoup des diplômes ont été construits dans les années 40, 50, 60, avant la massification, avec l'idée que l'enseignement devait servir à produire de la recherche et de l'enseignement. C'était ça l'université. Tout à fait. Bon. Et c'est vrai que on est face à un vrai choc culturel, y compris pour les enseignants, les maîtres de conf, les chercheurs, etc. Parce que effectivement, pour eux, ce qui compte avant tout, c'est la transmission des connaissances et du savoir et de la recherche. À partir du moment où justement il y a l'insertion professionnelle, on se rend compte que les universités commencent à intégrer la dimension, je pense en particulier au BIP, qui sont dans la découverte de tout ça, parce que c'est quand même des structures assez nouvelles, commencent à intégrer l'idée que dans le diplôme, effectivement, il y a des compétences, il y a des savoirs particuliers, et il n'y a pas que le fait que quand on fait de l'histoire, on veut être prof d'histoire. Voilà. Et franchement, je pense que beaucoup de métiers sont parfaitement ouverts à ce qui peut être justement ce profil-là, sans être... C'est-à-dire que c'est un double mouvement. Les enseignants doivent comprendre qu'ils vont former des étudiants qui ne sont pas que des futurs chercheurs ou que des futurs enseignants, et de l'autre, les entreprises doivent aussi faire le pari sur le fait que les étudiants n'ont pas eux aussi fait le choix de faire de l'histoire ou de la géographie uniquement pour être chercheurs. Donc c'est un double mouvement qui doit se croiser. Toutes celles qui ont fait le choix, les ressources humaines, les DRH qui ont fait le choix justement de faire le pari sur des étudiants de LLSHS, en général, il y a peu de niveau d'insatisfaction. Donc voilà, on a une vraie réadaptation du monde de l'enseignement supérieur à cette massification et à cette démocratisation. Et je pense que ça se fera assez naturellement.
Ce qui est compliqué, c'est qu'on a fait le rapport annuel, je précise tout de suite, ce n'est pas un rapport annuel sur l'insertion professionnelle, c'est un rapport annuel du Conseil étudiant de Paris, qui est le Conseil des étudiants. C'est-à-dire que chaque année, on choisit un thème. Donc là, le premier, c'est eux qui l'ont choisi, les associations et syndicats étudiants ont choisi l'insertion professionnelle. On a eu 6 grandes propositions que je peux énumérer. Il y a encourager les étudiants à développer leurs expériences dans leur cursus. Il y a prolonger les droits des jeunes diplômés dans la période de transition, donc entre l'obtention du diplôme et le premier emploi. Aider les étudiants à identifier leurs compétences. Créer du lien entre établissements professionnels et étudiants. Améliorer l'information délivrée aux étudiants sur l'insertion professionnelle. Et impulser la création d'un observatoire francilien de l'insertion professionnelle. Bon. Mais l'idée, c'était de dire, notamment aux grands partenaires, donc que sont le Crous, Pôle emploi, les universités et les associations, comment vous saisissez de ces questions-là. Et ce qui me frappe, c'est qu'en particulier, les associations ont toutes présenté des projets de financement de subventions, comme chaque année, mais toutes les ont réorientées, enfin, la plupart des grandes associations étudiantes les ont réorientées sur l'insertion professionnelle pour prendre une partie de ce qu'on avait pronostiqué ensemble. Je pense en particulier à AnimaFac, qui a fait un projet sur l'identification des compétences. Je pense à Biodoc, la CNJE, la Manu, la Confédération étudiante. Et toutes les subventions qui sont tombées cette année depuis le rapport ont toutes une dimension sur l'insertion professionnelle. Ce n'est pas simplement, comme très souvent sur les dispositifs de démocratie participative, qu'est-ce que la ville de Paris peut faire, et elle fait des choses. Et elle fera quelque chose notamment sur les stages, je pense, en particulier, mais on est là pour financer d'autres partenaires et d'autres... et créer du lien, et finalement, voilà, on a vraiment réussi ce pari de tous ceux qui ont participé à ça, maintenant, s'en sont saisis et ont mis en œuvre, chacun dans son côté, une partie des mesures. On a eu une première expérience là aussi, qui tombait juste au lendemain de la remise du rapport. C'était un forum des jeunes diplômés pour faire rencontrer les jeunes diplômés et les entreprises au 104. Je pense que c'est une expérience qui a très bien marché, et c'est le genre d'initiative que la ville de Paris prend régulièrement. Typiquement, c'est le genre de forum qui, pour moi, devra être démultiplié, y compris éventuellement, ça peut être un forum, je n'ai pas d'idée très précise et très arrêtée sur la question, mais en tout cas, ça peut être séparé en fonction des spécialités, parce qu'on pourrait peut-être imaginer un forum des LSHS par exemple, mais ça serait une bonne idée. Non, mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus, mais en tout cas, on a eu ce premier forum qui a très très bien marché, et beaucoup d'étudiants d'ailleurs ont trouvé un emploi d'entrée de jeu par cette rencontre, voilà. Et je crois vraiment que sur ce sujet-là, en tout cas, je crois vraiment que c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le paquet, même si on développera évidemment d'autres pistes avec et les entreprises, et les associations, et les universités. Je précise d'ailleurs un petit détail, parce que je crois, moi c'est la première chose qui m'avait frappé. Avant même qu'on ait commencé le travail de 6 mois de travail, on a fait une première réunion, Christian Sauter, donc l'adjoint chargé de l'emploi, et moi-même, on a fait une première réunion à l'hôtel de ville avec les 8 BIP, le bureau de l'insertion professionnelle. On a été frappé, on a travaillé pendant 2 heures, et on a été frappé par une chose, c'est qu'aucun d'eux n'avait jamais parlé à l'autre. Et chacun était complètement isolé. Et rien que ces 2 heures passées ont permis d'avoir un échange de bonnes pratiques qui pour moi était presque aussi important, ou peut-être plus important, que tout ce qu'on a pu faire après avec les BIP. C'est-à-dire que déjà, rien que la mise en relation des uns et des autres a été d'une richesse infinie et a produit beaucoup de partage d'idées, de solutions, de pratiques, de bonnes pratiques. Et voilà. Et en développant, ça c'était la première fois avec les BIP, mais finalement en confrontant les BIP avec d'autres acteurs, en particulier des grandes écoles, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur l'insertion professionnelle des grandes écoles parce que globalement il n'y a quasiment rien à faire, elle se fait naturellement. En revanche, tout au long de notre cycle, on a fait venir des acteurs du monde des grandes écoles, aussi bien des entreprises qui travaillaient avec les grandes écoles que des acteurs des grandes écoles, pour justement montrer qu'est-ce qui marche. Pour bien comprendre que ce n'est pas seulement la question de la sélection du niveau du diplôme, c'est aussi des relations avec les entreprises, des relations, des habitudes et du suivi individuel des étudiants, ce qui pour l'instant est une grande nouveauté pour les universités. Donc favoriser le dialogue en fait, c'est ça ? Favoriser le dialogue, voilà.